Plus tard, il se souviendra avec plaisir du temps passé à l'école de la mission. J'ai vécu là les journées les plus belles et les plus heureuses de mon enfance. Il passait tout son temps libre à lire. Il nourrissait une passion quasi obsessionnelle pour la lecture. Une fois instruit par les missionnaires, il s'est plongé dans la lecture des auteurs classiques. Il avait également une grande facilité pour l'apprentissage des langues. Sol Plaatier était vraiment un homme étonnant, un être d'une incroyable humanité et pétri de connaissances. Avec l'arrivée des Britanniques, des missionnaires anglais s'installent à leur tour. Partisans farouches de l'égalité des races, ils s'attirent rapidement l'hostilité des boers. Leurs missions servent de refuge à de nombreuses familles chassées de leurs terres par l'avancée des boers. Ces familles sont autorisées à faire paître leurs troupeaux sur les terres des missions anglaises. La Société missionnaire de Londres a joué un rôle majeur dans l'histoire du pays, notamment par ses efforts pour imposer plus de justice pour la population indigène. De son côté, l'Église réformée hollandaise n'a aucune intention d'enseigner le christianisme aux Africains. Mais la course aux âmes qui s'engage la contraint à se lancer elle aussi dans le travail missionnaire. Dans leur nouvelle colonie, les boers mènent une vie coupée du reste du monde. Deneys Reitz et ses frères vivent une enfance insouciante. Nous vivions dans l'État libre d'Orange, isolés et à plusieurs centaines de milles de la côte. Le bruit du monde extérieur ne nous parvenait que faiblement. Notre communauté était heureuse. Avec mes frères, je menais l'existence joyeuse d'un Tom Sawyer. Nous savions à peine marcher que déjà nous apprenions à nager et à monter à cheval. Deneys Reitz avait une personnalité d'aventurier. C'était un esprit très curieux et imaginatif. Et il s'intéressait beaucoup aux autres. Mais il était également assez têtu, un trait de caractère qu'il a sans doute hérité de son père. Son père, Francis William Reitz, président de l'État libre d'Orange. La famille est l'une des plus renommées de son époque. Les plus importants politiciens boers sont régulièrement invités dans la demeure des Reitz. Très tôt, Deneys est sensibilisé aux événements de son époque, ce dont attestent ses carnets de notes. Il s'intéressait beaucoup à ce qui se passait autour de lui. Il ne se déplaçait jamais sans ses carnets où il notait tout ce qui l'intéressait. Il a tout noté, jusqu'au jour de sa mort, au sens propre du terme. Dans les années 1830, la migration des boers est au plus fort. Des villages entiers prennent la route. Le phénomène, connu sous le nom de Grand Trek, joue un rôle déterminant dans la constitution de l'identité boer. Bravant un environnement hostile, les boers abandonnent leurs terres et leurs foyers pour gagner leur souveraineté. Le Grand Trek sera considéré par les générations suivantes comme le mythe fondateur de la nation boer. Cet exode a pourtant un motif très concret. Il a lieu en réaction à l'abolition de l'esclavage par les Anglais. On ne faisait plus aucune différence entre les races.
Cela dérangeait beaucoup de Blancs, persuadés d'être supérieurs aux Noirs en bien des domaines. Et donc les Boers sont allés vivre ailleurs, car pour eux, l'égalité des races prônée par le gouvernement britannique était inacceptable. Ainsi, les esclaves seraient au même niveau que les chrétiens? Cela va à l'encontre des lois de Dieu et de la séparation naturelle des races et des religions. C'est pourquoi nous préférons nous retirer pour préserver la pureté de nos principes. Voilà ce qu'écrit l'une des femmes du Grand Trek. Plus tard, les Boers affirmeront être arrivés dans un territoire totalement inhabité. Mais dans les plaines arides du Karoo, de nombreux témoignages indiquent que cette contrée a de tout temps été peuplée par les hommes. Les San, un peuple millénaire de chasseurs-cueilleurs, ont laissé leurs empreintes dans le désert. Autant de traces qui prouvent leur lien étroit avec ce paysage et sa faune. Les colons qui pénètrent ce territoire sont convaincus d'être le peuple élu de Dieu. Face à la solitude et au danger de ces contrées reculées, la Bible leur est un soutien précieux. Les habitants des fermes vivaient dans un grand isolement. La Bible était leur seul livre. Ils y cherchaient constamment des points de comparaison avec leur propre existence. Les chapitres qui racontent comment les Juifs sont sortis d'Égypte constituaient un parallèle très pertinent avec leur propre vie. Cette terre à laquelle ils arrachent leur subsistance exige un dur labeur. L'eau, dont ils ont si grand besoin pour eux et pour leurs bêtes, est particulièrement rare. À mesure que les Boers avancent, les peuples africains sont dépossédés de leurs terres. Pour survivre, ils se mettent au service des fermiers blancs. Progressivement, ils perdent l'indépendance dans laquelle ils vivaient jusqu'à l'arrivée des colons. Ce changement touche aussi la famille de Sol Plaatje. Dès sa scolarité, le jeune homme travaille régulièrement en tant que berger pour gagner de l'argent. Souvent, les colons s'approprient la terre sans la moindre compensation. De nombreux peuples africains tentent de défendre leur territoire, ce qui donne lieu à d'interminables conflits. Les Boers, qui se considèrent comme propriétaires naturels de la terre, font preuve d'une extrême violence. La région de Makapan est le théâtre d'affrontements sanglants. Des Boers s'introduisent dans le territoire des deux tribus du peuple des Ndébélé et en revendiquent la possession. Dans une grotte des montagnes de Makapan, l'archéologue Amanda Esterhuizen a retrouvé des traces de cet épisode. Les deux groupes indépendants de Ndébélé ont attaqué séparément deux unités de Boers. C'est cela qui a tout déclenché. En réaction, les Boers ont pourchassé les Ndébélé jusqu'à cette grotte où ils les ont assiégés. Plus d'un siècle plus tard, Amanda Esterhuizen continue de mettre au jour des vestiges datant du siège de la grotte. Sur le sol de la grotte, elle découvre des meules, des fragments d'objets en terre cuite, des fruits séchés et des ustensiles domestiques. Dans la grotte, les Ndébélé avaient installé l'équivalent d'un petit village.
Ils avaient préparé la grotte avec soin, en construisant des palissades soutenues par des poteaux. Ils ont aussi construit des planchers en dur et fait provision de paniers de sorgho et de millet. Ils avaient également des meules. Ils s'étaient préparés à rester cachés ici un certain temps, car ils savaient que les boers les pourchasseraient. Les Ndébélés construisent également des murets de pierre pour empêcher les boers d'envahir la grotte. Un rempart particulièrement efficace. Quand les boers attaquaient, les Ndébélés les repoussaient facilement, car ils avaient des armes à feu et de très bons tireurs. Ils se retranchaient derrière leurs murs et tiraient sur les boers. Mais les boers bloquent les issues secondaires. Les Ndébélés ne peuvent plus sortir et s'approvisionner en eau. Leurs réserves s'amenuisent et une course contre la montre s'engage. Les assiégés attendent la pluie. Mais malheureusement, la pluie n'est jamais arrivée. Et au bout de 21 jours, les derniers survivants sont sortis de la grotte et se sont rendus. Selon nos informations, ce siège aurait coûté la vie à environ 3000 personnes. Les boers participant au Grand Trek sont connus sous le nom de Voortrekkers. Ils forment d'immenses convois qui s'engagent toujours plus loin, vers le nord, vers l'est et finalement vers le sud. Ils atteignent le royaume Zoulou, aujourd'hui appelé le KwaZulu-Natal. Les Zoulous sont le peuple le plus belliqueux d'Afrique et l'un des rares à avoir adopté une organisation militaire rigoureuse. Dotés d'un sens aigu du territoire, ils sont déterminés à défendre leurs terres. Les Zoulous ont compris que lorsque les boers s'établissent quelque part, leur présence est définitive et qu'ils continueront à s'étendre jusqu'à ce qu'il ne reste plus de terre pour les Zoulous. Piet Retief est le chef d'un groupe de trek boers qui compte s'installer sur le territoire des Zoulous. Il est convaincu de sa supériorité. Mais venu négocier la cession de terre avec le roi des Zoulous, il commet l'erreur de pénétrer dans son village sans déposer ses armes. Un oubli que le roi d'Ingané perçoit comme un affront, mais aussi comme une menace. La réaction des Zoulous ne se fait pas attendre. Ils assassinent Piet Retief et envoient des guerriers à son campement. 300 boers, hommes, femmes et enfants, sont tués à leur tour. Les boers jurent de se venger. La veille du 16 décembre 1838, ils se rassemblent près de la rivière Nkome. Retranchés derrière leurs chariots disposés en cercle, 500 boers font face à 10 000 Zoulous. Le soir venu, 3000 Zoulous ont trouvé la mort et seuls 3 boers sont blessés. Cette bataille est considérée par les boers comme l'un des événements majeurs de leur histoire. La nation boer est née lors de la bataille de Blood River. Pour certains, notre victoire est le fruit d'un miracle de Dieu. C'est pourquoi nous célébrons cet événement comme l'acte de naissance de notre nation. Voilà ce qu'écrira plus tard le descendant d'un Voortrekker. Blood River, rivière de sang, est le nom que les boers donnent aujourd'hui à ce cours d'eau. Les Zoulous continuent de l'appeler rivière Nkome. La famille de Deneys Reitz s'installe au Transvaal, l'une des nouvelles républiques boers instaurées après la migration des colons. Dès son plus jeune âge, Deneys apprend à tirer au fusil, une aptitude vitale. Comme tous les États boers, le Transvaal n'a pas d'armée régulière. Mais la loi oblige chaque citoyen à posséder un fusil et des munitions pour faire face à toute éventualité. Nous vivions une vie insouciante, sans nous douter qu'entre les races blanches, une tempête se préparait. Les Anglais veulent les terres des boers. Dès leur constitution, les républiques indépendantes de Natalia, de l'État libre d'Orange et du Transvaal
font l'objet des convoitises britanniques. 3 ans après sa fondation, la République de Natalia est annexée par les Anglais. Le port de Durban a pour eux une grande importance stratégique. De plus, ils ont besoin de territoire pour leurs propres colons. Pour l'Office colonial britannique, l'intérieur de l'Afrique du Sud est le territoire le plus aride et le plus pauvre de l'Empire. Une terre sans le moindre intérêt économique. Dans leur quête de nouvelles colonies, les Anglais progressent jusqu'à la rivière Great Fish. Et ce faisant, ils pénètrent dans le territoire du peuple des Xhosa. La cohabitation avec les Xhosa a posé beaucoup de problèmes, notamment à cause du bétail. Les Xhosa volaient le bétail des colons, les colons allaient chez les Xhosa et leur dérobaient leurs bêtes, et ainsi de suite. Il y avait beaucoup de querelles et d'affrontements pour des affaires de bétail ou de territoire. Il s'ensuit d'incessantes guerres de frontières avec les Xhosa, que les Anglais surnomment dédaigneusement les Cafres. Dans un rapport à Londres, le gouverneur écrit: Je me félicite de pouvoir affirmer que nous n'avons pas fait couler plus de sang Cafres que nécessaire pour inspirer à ces sauvages un degré de crainte approprié. Après plusieurs pétitions de colons anglais se plaignant de vivre loin de toute protection militaire, le gouvernement britannique a fini par réagir. Et il a fait construire une série de fortins le long de la frontière Est, à la manière de la Grande Muraille de Chine. Les Anglais installent des postes militaires jusque dans les lieux les plus reculés. L'un d'entre eux est Poste Rétif, dans l'actuelle province du Cap-Oriental. Malgré cela, les combats perdurent. En 1850, la 8e guerre de frontières éclate. Ce sera la plus longue et la plus meurtrière. Les Xhosa possèdent à présent des armes à feu. Ils parviennent à prendre le dessus et assiègent la forteresse. Ce siège a duré environ 3 mois. Tous les gens dont les fermes avaient été brûlées s'étaient réfugiés ici, à l'intérieur de la forteresse, sur cette surface du Nacre, avec leurs chariots et toutes les provisions et les ustensiles qu'ils avaient pu emporter. Une unité britannique vient porter secours aux assiégés. La province du Cap-Oriental tombe à son tour sous contrôle britannique. Les territoires occupés par les Anglais ne cessent de croître. Les frontières actuelles de l'Afrique du Sud sont dues aux conquêtes des Boers, mais aussi à celles des Britanniques. Les guerres au sujet des colonies auraient pu se poursuivre à l'infini. Mais une découverte fortuite va considérablement modifier le cours de l'histoire de l'Afrique du Sud. En 1866, plusieurs diamants, découverts près de la ville de Kimberley, déclenchent une véritable fièvre du diamant, dont la trace la plus visible sera The Big Hole, le plus grand trou jamais creusé par la main de l'homme. 5 ans plus tard, Kimberley compte 50 000 habitants. L'Afrique du Sud connaît sa première vague d'industrialisation. Sol Platier, lui aussi, attiré à Kimberley, où il y a de l'argent à gagner. Il survit grâce à divers petits emplois et profite de son temps libre pour parfaire son instruction. Il apprend la sténographie et perfectionne son anglais. Pendant quelque temps, il gagne sa vie en recrutant des mineurs. Les besoins en main-d'œuvre sont considérables. Beaucoup de travailleurs noirs acceptent d'être moins bien rémunérés que leurs collègues blancs, car malgré cela, ils gagnent plus d'argent dans les mines que dans les fermes. Des hommes d'affaires anglais investissent dans les mines de diamants. L'Office colonial britannique a changé son fusil d'épaule. L'intérieur de l'Afrique du Sud n'est plus une terre aride dépourvue d'intérêt. La ville de Kimberley est aussitôt annexée et placée sous le contrôle de la couronne d'Angleterre. Personne ne se doute que ces mines de diamants ne sont qu'un avant-goût de ce qui va se produire. À force de travail, Sol Platier obtient un emploi de coursier à la poste de Kimberley. Il veut s'élever dans la société et aucun endroit d'Afrique du Sud ne se prête mieux à cela que cette ville
en pleine fièvre du diamant. Sol Platy est allé travailler à Kimberley. Et cette ville symbolise les débuts de l'industrialisation en Afrique du Sud. Sol Platy, qui avait grandi dans un environnement rural, a rapidement su s'habituer à la vie citadine. Sol Platy veut profiter de la présence des Anglais. La maîtrise de l'anglais est la clé du savoir. Sans l'anglais, l'indigène reste un inculte, voué à l'univers étriqué des idéaux des bourgs. Ici, dans le monde des Anglais, des commerçants et des hommes d'affaires, il n'accédera jamais à une position importante sans la maîtrise de l'anglais. Ainsi s'exprime Sol Platy devant son club de lecture britannique de Kimberley. Les projets de Sol Platy sont ambitieux. Il rêve de devenir journaliste. Pour cela, il apprend la dactylographie en autodidacte et passe l'examen d'État. Une nouvelle sensationnelle fait le tour du monde. En 1886, un gisement d'or est découvert dans les collines du Witwatersrand, dans la République bourg du Transvaal. C'est le début d'une ruée vers l'or sans égale. Personne ne sait encore que le Witwatersrand, situé à 60 km au sud de Pretoria, recèle les gisements d'or les plus importants du monde. La région va connaître un développement vertigineux. C'est l'or qui a créé Johannesburg. Au début des années 1880, avant qu'on ne découvre de l'or, il n'y avait rien sur le Witwatersrand, à part quelques fermes de colons blancs et des cabanes occupées par des Africains. Les travailleurs affluent par milliers. En peu de temps, la colonie compte 100 000 habitants. Aujourd'hui, les étendues désertiques du Veld ont fait place à Johannesburg et à ses 4 millions d'habitants. Au début, tout le monde pensait que Johannesburg serait une de ces villes champignons qui se transformeraient en ville fantôme dès que les gisements d'or seraient épuisés. Car au début, les mineurs n'ont extrait que l'or en surface. Ils ne savaient pas qu'il y avait quelque chose en dessous. Très vite, les prospecteurs comprennent que les vraies richesses se trouvent plus bas dans le sous-sol. Le gisement qu'ils découvrent alors dépasse l'entendement. Avec une veine principale de 50 km de long, c'est le plus important filon connu à ce jour. Les puits de forage, qui s'enfoncent jusqu'à 4000 mètres sous la surface de la Terre, sont les plus profonds du monde. Le vrai boom a eu lieu entre 1850 et 1890, jusqu'en 1895. Un boom phénoménal. D'importants capitaux ont commencé à affluer en provenance d'Allemagne, d'Angleterre, des États-Unis. Johannesburg est devenue une ville cosmopolite à tout point de vue. En 1898, l'Afrique du Sud produit davantage d'or que tous les autres gisements au monde réunis. Un quart de la quantité d'or jamais extraite provient d'Afrique du Sud. Depuis le 19e siècle, l'or est considéré comme l'unité de valeur stable universelle. L'étalon or est instauré. Il sert de valeur de référence aux monnaies du monde entier jusqu'à nos jours. L'or a fait de Johannesburg un centre de la finance. Des gratte-ciels sont apparus à Johannesburg avant qu'il y en ait à Londres. La ville était en lien étroit avec les États-Unis. Elle évoluait et grandissait en permanence. L'or accélère l'industrialisation du pays. Avant la découverte des gisements, la structure de la société sud-africaine était rurale. L'économie du pays reposait sur l'agriculture. À peine 20 ans plus tard, l'Afrique du Sud s'est transformée en un pays industrialisé, dont le centre est Johannesburg.
Johannesburg était une ville de passage pour les hommes. Il y avait très peu de femmes et pas de familles. C'était une ville de bistrots, de bordels et de pensions, une ville de célibataires. Et très tôt, elle a eu la réputation d'être une université du crime. Dans cette ville à la croissance exponentielle, les lois et les règles n'ont dans un premier temps aucune valeur. Le nombre d'habitants grandit quotidiennement. Des milliers de jeunes hommes arrivent en ville à la recherche de travail. De fait, si l'Afrique du Sud fait désormais partie des pays industrialisés, elle le doit autant à son or qu'à la main-d'œuvre bon marché qui extrait le précieux métal du sol. Même les filons les plus modestes, qui seraient ignorés dans d'autres pays, sont exploités jusqu'à épuisement. Les travailleurs noirs d'Afrique du Sud ne coûtent pas cher. Leur pauvreté est l'un des piliers de l'essor économique du pays. Vers 1914, 25% de la production mondiale d'or venait d'Afrique du Sud, et c'est monté jusqu'à 30 et même 50%. L'Afrique du Sud produisait l'or du monde. Beaucoup d'Anglais investissent dans l'industrie de l'or. Mais le Witwatersrand appartient à la République boer du Transvaal, un état de fait auquel les Anglais comptent bien remédier. Mais cette fois, la manœuvre s'annonce plus compliquée que dans le cas de Kimberley. Cecil Rhodes, Premier ministre de la colonie du Cap, possède lui aussi des parts dans les mines d'or. Il veut faire passer le Transvaal sous pavillon britannique. Il est en quête d'un prétexte pour renverser Paul Kruger, président de la République du Transvaal. Il sait que l'opinion publique anglaise est avec lui. Si Dieu existe, alors son souhait est que je peigne le continent africain aux couleurs anglaises et que je mette tout en œuvre pour étendre l'influence de la race anglaise. Cecil Rhodes rêve d'un empire colonial qui s'étendrait du Caire jusqu'au Cap. Sa stratégie ? Exiger une réforme qui donnerait aux Britanniques le droit de participer au gouvernement de l'État boer. Les négociations ont lieu à Bloemfontein. Les Anglais justifient leurs revendications par leur influence économique. Après tout, leurs investissements dans les mines d'or profitent également aux boers. Mais Paul Kruger reste intransigeant. Les enfants de Dieu ne se sont pas lancés dans le Grand Trek pour se retrouver sous tutelle anglaise. Très vite, le conflit devient inévitable. Le 10 octobre 1899, les Anglais se voient sommés de retirer leurs troupes de la frontière. Ils adressent leur lettre de refus à Francis William Reitz, secrétaire d'État du Transvaal. Son fils, Deneys, part à la guerre. Joubert et moi-même avions fait nos préparatifs depuis longtemps. Nos chevaux étaient frais et reposés. Nos sacoches étaient prêtes. Enfin, l'ordre d'enrôlement arriva. En l'espace de 10 minutes, nous avions scellé nos montures, pris nos fusils et nous étions en route. Quand la guerre a éclaté, Deneys Reitz était âgé de 17 ans. Il est parti se battre, convaincu que ce serait une grande aventure. Comme beaucoup de garçons, il pensait qu'il allait beaucoup s'amuser. Deneys est trop jeune pour être mobilisable, mais il s'est porté volontaire. Aucune des républiques boers ne dispose d'une armée régulière. Il n'y a pas d'uniforme, pas de préparation militaire, pas de solde. L'armée boer est une armée d'individualistes sans réel commandement. Le contraste avec l'armée anglaise est on ne peut plus flagrant. Les Britanniques sont convaincus que face à ces paysans, l'affaire sera rondement menée. Pour eux, c'est une tea time war, une guerre rapide. Pour Noël, tout le monde sera rentré. Cette prévision s'avère pourtant très optimiste. Les combats s'éternisent. Le 11 décembre 1899, les Boers remportent la bataille de Mararsfontein. Les Anglais connaissent une semaine noire et subissent plusieurs revers consécutifs. Tactiquement, ce conflit préfigure ce qui se passera quelques années plus tard sur les champs de bataille européens. Les Boers inventent les tranchées avec l'aide du hasard. Un lit de rivière asséchée permet de se mettre rapidement à couvert et de mener des attaques surprises.
Dorénavant, les bourgs creusent les tranchées. Celles de Marersfontein sont toujours visibles aujourd'hui. Le nombre de combattants bourgs ne dépassera jamais 35 000 hommes. Initialement, les Anglais sont au nombre de 20 000. Mais les renforts ne tardent pas à affluer et finalement les bourgs se retrouvent face à une armée de 450 000 soldats. Après plusieurs défaites, les bourgs comprennent qu'ils ne sont pas de taille à affronter les Britanniques en bataille rangée. Ils optent alors pour la stratégie de la guérilla. De petites troupes mobiles, appelées commandos, mènent des attaques éclairs contre l'infrastructure anglaise. Ils détruisent les ponts de chemin de fer et les voies de transport pour perturber l'approvisionnement de leurs adversaires. Quels hommes ces bourgs, autonomes, libres et souverains, vivant sur leurs chevaux, sans cortège, sans chef, mobiles comme le vent. Voilà ce qu'écrit admiratif un soldat anglais. Mais pour Deneys Reitz, la guerre n'a plus rien d'une joyeuse aventure. La réalité de la guerre l'a rapidement rattrapé. Il pensait se battre pour une cause juste. Mais après les premières semaines, son enthousiasme de jeune homme s'est totalement dissipé. Puis, nous avons aperçu l'ennemi. Je n'ai jamais compris comment cette troupe de quelques hommes s'était débrouillée pour se retrouver derrière notre armée. Leur situation était désespérée. Nous les avons mis en joue et j'ai tiré mes premiers coups de feu en temps de guerre. Après les avoir suivis des yeux pendant quelques secondes, nous sommes descendus de la colline et nous les avons vus se mettre à couvert. Tout cela était très différent de l'idée que je me faisais d'une bataille. Le spectacle se limitait à quelques nuages de poussière et aux casques ennemis que nous apercevions furtivement. Puis, j'ai vu un drapeau blanc. Je pressais mon cheval pour être présent au moment de la reddition. Dans mon imagination, la mort au champ d'honneur était digne et glorieuse. Je découvrais maintenant son aspect le plus horrifiant. Dans les deux camps, cette guerre laissera un arrière-goût amer. 7000 combattants bourgs et 22 000 soldats anglais y perdront la vie. Pour contrer la guérilla des bourgs, les Britanniques aménagent, le long des voies ferrées puis dans tout le pays, des fortins dotés de petites garnisons. Ces installations leur permettent de surveiller leurs voies de communication, mais aussi de limiter les possibilités de déplacement des commandos bourgs. Sur le terrain, ils adoptent la stratégie de la terre brûlée. Ils tuent le bétail, détruisent les récoltes et incendient les fermes. Les habitants de ces fermes, le plus souvent des femmes et des enfants, sont enfermés dans des camps de concentration. À partir de l'an 1900, 120 000 civils sont ainsi détenus. Non loin de Hopetown se trouvent les vestiges d'un de ces camps restés dans l'oubli jusqu'à ce que des fermiers le découvrent par hasard. Ces vestiges, abandonnés sur place lors de la liquidation du camp, jonchent le sol depuis plus d'un siècle. Dans ces camps, les conditions de vie sont catastrophiques. 26 000 femmes et enfants y trouveront la mort.
Pour les boers, c'est l'expérience la plus traumatisante de la guerre. Elle leur laissera un sentiment d'amertume qui s'étendra sur plusieurs générations. Pourtant, les familles boers ne sont pas les seules à être retenues dans ces camps. De nombreuses femmes africaines et leurs enfants partagent leur sort. De part et d'autre, des exactions sont commises sur la population civile, qu'elle soit noire ou blanche. Contrairement à ce qu'affirment les Anglais, ce n'est pas une guerre entre gentlemen et ce n'est pas non plus une guerre entre blancs. Ce n'était pas uniquement une guerre entre les boers et les Anglais, mais une guerre sud-africaine, dans laquelle tous les Sud-Africains étaient impliqués. On a tendance à sous-estimer les conséquences de cette guerre sur la population noire. Les Sud-Africains sont les véritables perdants de la guerre. Contraints au travail forcé par les deux camps, ils n'ont droit ni à la protection ni au ravitaillement dont bénéficient les Blancs. Marqués par les décennies de mauvais traitements infligés par les boers, beaucoup d'entre eux s'engagent aux côtés des Anglais. Sol Platy, en raison de son degré d'instruction et parce qu'il parlait une dizaine de langues, a obtenu un poste d'interprète auprès du tribunal. Mais l'actualité a fini par le rattraper. Il travaillait à la cour de justice de Mafeking lorsque les boers ont assiégé la ville. Il s'est retrouvé bloqué à Mafeking. Les vivres viennent à manquer. Les autochtones sont les premiers touchés par le rationnement. Certains volent pour manger. Les boers veulent forcer la ville à se rendre et intensifient leurs bombardements. Jamais je n'avais pris conscience de manière aussi douloureuse de me trouver au bord d'une tombe. Sol Platy a été l'un des observateurs africains de cette guerre les mieux formés à l'expression écrite. Son journal, qu'il a appelé « Journal de la guerre des Boers », mais qui pourrait aussi bien s'appeler « Journal de la guerre en Afrique du Sud », ce journal est l'un des premiers documents qui nous livre le point de vue des Africains sur ce conflit. C'est le seul journal de guerre écrit par un Sud-Africain noir. C'est un document remarquable et tout à fait unique. Pour les Anglais qui ont sous-estimé leurs adversaires, cette guerre coloniale sera la plus coûteuse de leur histoire. La petite nation boer résiste obstinément à la puissante Angleterre. David contre Goliath. Dennehy Straits non plus ne s'avoue pas vaincu. Contrairement aux soldats anglais, les boers savent très bien pourquoi ils se battent. Pour leur indépendance. Malgré cela, les Britanniques prennent le dessus. De plus en plus de boers sont contraints de déposer les armes et sont faits prisonniers. Dennehy Straits et quelques autres boers refusent de se rendre. Surnommés Bitter Enders, ces jusqu'au-boutistes continuent de croire que leur combat n'est pas vain et qu'ils parviendront à échapper à la tutelle britannique. Inevitably, the Anglo-Boer War changed. La guerre entre les Anglais et les Boers a changé la vie de Dennehy Straits. À la fin de la guerre, il n'avait que 20 ans. Son entrée dans la vie adulte
a été rude. Et plutôt que de se soumettre aux lois britanniques, il a choisi de suivre son père en exil. On imagine aisément l'amertume qu'il a dû ressentir à cette époque. Deneys Reitz part pour Madagascar. Il refuse de prêter serment sur le drapeau anglais. Il ne rentrera en Afrique du Sud que 4 ans plus tard. La guerre est finie. Beaucoup de boers sont convaincus qu'ils auraient pu l'emporter si les Anglais n'avaient pas assassiné leurs femmes et leurs enfants. La paix est signée le 31 mai 1902 dans la villa Melrose House, à Pretoria. Une paix étonnamment favorable pour les boers. À peine quelques années plus tard, l'État libre d'Orange et la République du Transvaal seront même autorisés à constituer leur propre gouvernement. Deneys Reitz s'était rendu compte que les termes de la paix étaient relativement cléments et qu'il y avait là une base pour la réconciliation. Il s'est engagé dans ce sens et a pris fait et cause pour l'Union sud-africaine, tout d'abord sous commandement britannique pour reconstruire et développer le pays, puis à terme dans une perspective d'indépendance. En 1910, boers et britanniques s'associent pour fonder l'Union d'Afrique du Sud. 1913 voit l'achèvement des Union Buildings, les bâtiments de l'Union, siège du gouvernement et symbole de l'unité entre les Blancs. La population noire est exclue du droit de vote. Les bases politiques des années à venir sont jetées. Le 19 juin 1913, le Parlement vote le Natives Land Act, loi sur la propriété foncière indigène, qui oblige les Noirs à vivre dans des réserves strictement délimitées et leur interdit d'acquérir des terres en dehors de ces zones. Cette loi constitue le fondement de la ségrégation territoriale en Afrique du Sud. D'une certaine manière, toute la politique de ségrégation raciale découle du Natives Land Act. Les conséquences de cette loi sur la propriété foncière sont perceptibles jusqu'à nos jours. Elle a obligé les métayers et les fermiers noirs à abandonner leurs exploitations. Et comme ils n'avaient pas d'endroit où aller, ils ont vendu leur bétail et sont allés vivre dans les villes. Sol Plaatje a été l'un des opposants les plus véhéments à l'égard de cette loi. Sol Plaatje parcourt le pays pour se faire une opinion de la nouvelle donne. Partout où il se rend, il croise des groupes de réfugiés chassés de leurs terres. En se réveillant le vendredi 20 juin 1913, l'indigène d'Afrique du Sud se retrouve non pas tant un esclave que paria sur sa propre terre. En 1912, avant l'adoption du Natives Land Act, Sol Plaatje a pris part à la création de l'ANC, le Congrès national africain, à Bloemfontein. Les peuples blancs de ce pays ont créé l'Union d'Afrique du Sud. Une union au sein de laquelle nous n'avons pas voix au chapitre. Nous créons aujourd'hui ce congrès afin de nous doter à notre tour d'une union pour défendre nos droits. C'est avec ces mots que Sol Plaatje inaugure le congrès. Il devient le premier secrétaire général de l'ANC. Sol Plaatje a été celui qui a maintenu la cohésion de l'ANC d'un point de vue organisationnel. C'est en partie à lui que l'ANC doit non seulement sa création, mais aussi d'exister jusqu'à aujourd'hui. Le rêve de Sol Plaatje ne deviendra réalité que plusieurs décennies plus tard, lorsque tous les habitants d'Afrique du Sud, de quelque origine ou couleur de peau que ce soit, bénéficieront des mêmes droits civiques et politiques. Mais d'ici là, la route est encore longue.
Juste après une petite pause, nous continuerons à parcourir l'histoire de l'Afrique du Sud, des années allant de 1913 à 2010. Et quelles années! Ça change quoi d'être à la Maïf? Un contrat d'assurance est fait pour nous protéger. Seulement voilà, c'est au moment où on en a vraiment besoin qu'on se félicite d'avoir choisi la bonne assurance, ou qu'on regrette d'en avoir choisi une au rabais. À la Maïf, c'est simple. Quand nous concevons un nouveau contrat, il comprend les garanties essentielles, même dans sa formule la plus économique. Maïf, assureur militant. En juin, l'Afrique est à l'honneur sur Arte. Et maintenant, voici la suite de l'histoire de l'Afrique du Sud de 1913 à aujourd'hui. Le magazine Historia vous invite à découvrir les mercredis de l'histoire. L'Afrique du Sud, une terre de contraste. Une terre sauvage et inconnue où se sont croisés explorateurs, aventuriers et colons. Une terre âprement disputée dont l'histoire est jalonnée de combats. Une histoire façonnée par le rêve d'une vie meilleure, pour les Noirs et les Blancs. Comment les Sud-Africains sont-ils parvenus à surmonter leurs différences ethniques et culturelles?